Amazon prévoit d'investir plus de 7,8 milliards d'euros pour l'AWS European Sovereign Cloud, qui est une solution qui serait basée en Allemagne et qui répondrait potentiellement à des enjeux de souveraineté numérique. Beaucoup de questionnements autour de ce sujet. Est-ce une vraie solution souveraine? Est-ce seulement du marketing? Aujourd'hui, on échange avec Sidi Juste, donc spécialisé, sur ces sujets, des lois extraterritoriales, du, numérique et de la cybersécurité et sous un format un petit peu, particulier puisque, je vous ai reconstitué des échanges, WhatsApp sous forme de notes vocales. Je vous laisse découvrir tout de suite sa réponse. Et je suis en train d'assembler les informations fiables surtout, au-delà du marketing. C'est surtout ça le problème pour un juriste, c'est que tu as tellement de vernis marketing que bon, voilà. Écoute, je te dirais pour l'instant des documents que j'ai, des documents juridiques que j'ai pas vu j'ai pas vu comment dire? De barrière juridique. C'est-à-dire, il y a un décalage entre ce qui est dit, côté marketing et les documents juridiques, notamment j'ai une consoeur au barreau de Paris, tiens, qui a publié ce week-end, une analyse du DPA, c'est Data Processing Agreement. En gros, c'est les accords de sous-traitance, à la protection des données, RGPD, publiés dans le cadre, enfin par Amazon, hein. Pour l'instant, ils sont, très, très bien faits, hein, très construits, mais il y a un décalage entre la partie juridique, effectivement, où on se mouille un peu moins, on va dire, que sur la partie marketing. Bon, ceci étant dit, j'ai pas encore comment dire? Éclairé à date. Ça viendra assez vite, mais voilà. Disons que c'est un modèle très particulier. Alors franchement, les hyperscalers ne manquent pas d'ingénierie et d'imagination. Franchement, c'est incroyable pour arriver à contourner, des difficultés et des obstacles, qu'ils soient juridiques ou techniques. Ça, il faut bien le reconnaître. Concrètement, c'est un modèle particulier par rapport à Sens, et Bleu et autres. J'entends parler de maisons mères en Europe, j'entends enfin, ouais, à voir tout ça, à creuser. Une chose est sûre, c'est que pour l'instant, de ce que je vois techniquement et du point de vue des opérations, c'est encore plus, localisé en Europe que pour, Sens et Bleu, même au niveau des infrastructures. De ce que je lis pour l'instant, il y a vraiment une isolation qui fait qu'il y a une quasi-autonomie, opérationnelle, en Europe. Qui ferait que, non seulement les accès aux données, depuis les États-Unis, mais même, peut-être les possibilités comment dire? D'interrompre la fourniture de telle ou telle brique de service seraient peut-être plus complexes. Donc peut-être un niveau de sécurité, mais aussi de sécurité opérationnelle un peu plus élevé pour cette offre-là, enfin pour ce montage-là. J'imagine bien. À voir quand même, mais par contre, moi je te dirais une chose. J'ai vu pas mal d'analyses, hein, quand même, depuis le week-end. Disons les choses, il y a un tel décalage entre la sortie de cette offre-là et le contexte géopolitique, et tu ne peux pas isoler les 2, en fait. Il faut comprendre que le monde dans lequel on vit aujourd'hui a évolué à vitesse grand V et il évolue tous les jours. Moi, j'ai jamais vu ça. Enfin, moi, en tant que juriste, je ne sais pas si tu imagines Daphné, c'est extrêmement complexe pour nous de livrer des analyses juridiques parce qu'il y a des éléments qui sont non juridiques, qui sont hors cadre, qui sont hors droit, que ce soit droit international, droit domestique. On sort du cadre, clairement, et on prend des décisions, impactantes, des décisions politiques et qui ont des impacts sur, des tas comment dire? De secteurs d'activité, et qui ont des impacts, bien sûr, pour le numérique. Quand tu vois les discussions qu'il y aura à Davos, quand tu vois, la posture actuelle d'Emmanuel Macron, de Trump, de l'Union européenne, de
ce qui se passe est inédit, en fait. Et donc ceux qui se limitent dans leur analyse au texte, pourtant c'est mon métier, hein. Moi, quand on me demande une analyse, je vais étudier les textes, FISA, CLORDAC, ce que tu veux, et je vais les confronter à la réalité opérationnelle et technique. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Parce que si tu te limites à cette analyse, tu passes à côté du cœur du problème aujourd'hui. Le cœur du problème, c'est qu'on a quand même un exécutif américain qui s'affranchit de toute règle. C'est ça la réalité aujourd'hui. Quand tu as quand même un président des États-Unis qui monte une espèce de conseil de sécurité bis sur Gaza et qui fait payer les participants 1 milliard pour participer et être invité à la table, c'est dans aucun texte. Quand tu as un président des États-Unis qui menace l'annexion, le Groenland, au-delà de tout cadre, et qui en plus est lui aussi membre de l'OTAN, et on ne parle que de membres de l'OTAN ici, et qui se permet de faire ce qu'il fait aujourd'hui, qui fait du chantage aux tarifs, enfin, c'est dans aucun texte. D'ailleurs, j'attends avec impatience la publication du jugement de la Cour suprême des États-Unis sur la légalité ou non des droits de douane. Parce que voilà, mais il faut quand même on remettre un peu de cadre dans tout ça. Mais on vit une situation inédite aujourd'hui où l'analyse des textes est insuffisante, où on a un président américain qui s'affranchit de tout cela, en fait. Donc j'ai envie de dire, euh, si Trump, demain, si le bras de fer continue avec la France et l'Europe, et si Trump, demain, se dit que l'aspect commercial, les droits de douane, etc., c'est insuffisant. Il faut des mesures, il faut augmenter la coercition, il faut, voilà. Il se focalise sur le numérique, sur les infrastructures, et que, compte tenu de la dépendance européenne, il se dit, moi, je vais me servir des hyperscalers, des GAFAM, pour contraindre l'Europe à accepter mes décisions. Je suis désolé de le dire, Trump ne va pas écouter ses conseillers juridiques ou autres, ou même le Department of Justice, etc., de se dire est-ce que j'ai le droit ou non de couper le robinet? Est-ce que j'ai le droit ou non d'accéder à telle ou telle donnée stratégique? Il ne se posera pas la question. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Je sais que c'est assez surréaliste de le dire. Je l'aurais peut-être jamais dit il y a quelques mois, mais la réalité dépasse la fiction aujourd'hui. Moi, quand je regarde, enfin, je lis les articles et que je regarde l'actualité, j'ai l'impression d'être dans un film, en fait. Et c'est pas très scientifique ce que je dis, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Trump va s'affranchir de tout cela. Alors, est-ce que la nouvelle offre d'Amazon est un rempart et surtout est l'assurance tout risque face aux velléités de Trump? J'ai envie de dire, à l'heure actuelle, je n'en sais rien. J'en saurai peut-être plus et j'espère en savoir plus d'ici quelques temps. Mais la vérité, c'est que Trump a mille et une cartes en main. Si Amazon crée une structure européenne qui est juridiquement distincte de la maison mère aux États-Unis, etc., 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 est-ce que est-ce que c'est un rempart contre le Cloud Act? Peut-être. Est-ce que c'est un rempart contre FISA? Tout dépendra de la possibilité ou non d'accéder aux données. Donc ça, il faudra le prouver. Mais est-ce que c'est un rempart contre... Imagine, je ne sais pas, imagine Trump qui fait pression sur le directoire de Amazon aux États-Unis pour leur dire, moi, je veux accéder aux données de tel ou tel gouvernement qui est sur cette offre-là, ou alors, pire, je veux couper les services, etc. Je vois mal les dirigeants d'Amazon aux États-Unis dire à Trump, oui, mais non, on ne peut pas parce que c'est des entités locales, tu comprends, qui sont distinctes. Il s'en fout royalement, en fait. Lui, enfin, on voit comment il fonctionne. Et il le fait à l'étranger, à l'international, mais il le fait également, bien sûr, à l'intérieur de ses frontières. Donc, je veux dire, le chantage, c'est presque de l'extorsion, en fait. Et disons les choses comme elles le sont. Il y a beaucoup de choses que Trump fait aujourd'hui qui sont hors la loi, qui sont hors du cadre. Donc, j'ai parlé beaucoup, mais tout ça pour expliquer que
Heu, Peut-être que c'est, plus sécurisé, cette offre d'Amazon que d'autres. Et quand je dis sécurisé, je pense pas qu'en termes de sécurité, informatique, je pense en termes de sécurité juridique et autres, hein, mais à voir jusqu'où. Mais est-ce que ça sécurise contre la politique actuelle? Et là, on est vraiment dans l'actuel, dans le contexte, avec Trump. Et quel signal aussi donne-t-on? Je ne sais pas si tu imagines, Daphné, enfin, je te fais un note vocale. Oui, je t'ai fait un note vocale parce que le premier était trop long. Non, mais en termes de signal, je ne sais pas si tu imagines. On est dans une semaine décisive. Il y a Davos, il y a les Européens sont censés se réunir jeudi. On essaie de savoir comment répondre aux attaques de Trump, et notamment sur le plan commercial. Qui là encore, non mais remettons les choses dans leur contexte. Trump sort vendredi ou samedi, cette idée de droits de douane pour certains États européens, avec une possibilité de les augmenter à 25% à partir de juin. Là, il sort 100% sur certains produits français, enfin bref. Mais on est en dehors de tout cadre. Il y a un accord qui a été négocié par l'Union européenne avec Trump cet été, que j'ai critiqué d'ailleurs, mais il y a quand même un accord qui était en train d'être ratifié par le Parlement européen. C'est du tangible. On est sur un accord international et qui prévoit, qui traite quand même du régime de droit de douane, qui ne vont pas s'appliquer finalement à pas mal de produits, etc., etc. Aujourd'hui, Trump, il s'est réveillé un matin, il s'est dit, cet accord-là, je ne vais pas le respecter. C'est, je sais pas si on imagine dans quel cadre on est, quoi. Le Canada, c'est pareil. Le Canada est en train de renégocier les accords avec le Mexique et les États-Unis qu'ils avaient signés en 2017. Et ils sont en train de le renégocier là pour le reconduire en 2026. Mais tous les experts le disent. On est en train de renégocier, mais on marche sur des œufs. On ne sait même pas si cet accord-là sera respecté par Trump, en fait. Donc, si on a un président des États-Unis qui est capable de ne pas respecter un accord international, comment peux-tu m'expliquer que le jour où il décide de faire du chantage aux États européens, le jour où il décide d'utiliser le numérique comme levier, est-ce que ce sont les textes juridiques qui vont l'en empêcher? La réponse, à mon sens, c'est non. Il l'a déjà prouvé, il le prouve tous les jours. Tous les jours, c'est une escalade. Tous les jours, c'est une mesure nouvelle, tout aussi folle. Et à l'heure, quand je parlais de signal, pour revenir à mon propos de départ, c'est qu'à l'heure où les États européens sont censés se réunir pour réfléchir à comment on contre-attaque, quel message on envoie aux États-Unis pour qu'on soit pris au sérieux. Comment peux-tu dire que des entreprises de premier plan, des acteurs publics, etc., souscrivent à une offre d'Amazon, aussi localisée soit-elle? Quel message on donne? On renforce, là encore, notre dépendance, mais surtout le message de dire que nous, on n'est pas capable d'avoir des alternatives européennes, on n'est pas capable de leur donner un marché, on est dépendant, là encore, des États-Unis, qui sont suffisamment agiles et sympas pour monter des structures qui nous rassurent, qui respectent peut-être, je dis bien peut-être, nos lois, mais c'est un message, là encore, d'impuissance. Et malheureusement, j'aime pas dire ça parce que je sors de mon rôle d'avocat et de juriste. C'est de la géopolitique, c'est de la stratégie. Mais là encore, je le redis, aujourd'hui, une analyse juridique et même une analyse de sécurité informatique ne peut pas s'affranchir aujourd'hui du contexte et des tensions géopolitiques. C'est étroitement lié. Et donc, dans ce contexte-là, à mon sens, Amazon peut même changer de nom et ne plus s'appeler Amazon pour faire plaisir aux Européens. Les structures européennes qui vont souscrire à ces offres-là ne font que renforcer cette idée d'impuissance européenne. Et est-ce qu'on peut se permettre d'avoir une impuissance européenne à l'heure actuelle? Je pense que la réponse ne vient même pas de moi, elle vient des dirigeants européens qui aujourd'hui commencent enfin à s'exprimer. Voilà, c'est mon propos de fin. Et juste, je vais te dire une dernière chose, parce que je vois le ministre Barrot à l'Assemblée nationale à l'instant qui on bombe le torse, c'est-à-dire qu'il dit voilà, on va, il faut protéger notre marché unique, le marché européen. Il faut, on va prendre les mesures, enfin actionner le dispositif anti-coercition.
Enfin, disons les choses, si ce dispositif est actionné, on rentre officiellement dans une guerre commerciale avec les États-Unis. Parce que bon, les réactions à chaud de Trump et tout ça, bon, à la limite, il faut les prendre pour ce qu'elles sont. Mais là, on est dans un élément juridique, hein, dans une posture qui est assumée de part et d'autre. Donc ça crée un contexte. Moi, à mon sens, si on arrive à cet état de fait, les relations entre les États-Unis et l'Europe entrent dans une nouvelle ère, qu'on le veuille ou non, dans une nouvelle ère, et je pense que, et je pèse mes mots, on est dans un affrontement, ne serait-ce que commercial, qui est le même affrontement que l'affrontement États-Unis-Chine. Disons les choses. C'est-à-dire que si l'Europe, parce que tu peux pas faire les choses à moitié. Si l'Europe souhaite donner un signal fort à Trump en disant aujourd'hui tu es allé trop loin, on actionne un dispositif en représailles, enfin pas en représailles, mais en tout cas pour protéger notre marché, un dispositif juridique, puisque c'est prévu par les textes, le dispositif anti-coercition, ça aura des conséquences, clairement, et on ne pourra plus parler d'alliance entre les États-Unis et l'Europe. Ça ne voudra pas dire que ce sont des blocs qui sont ennemis. On ne pourra plus parler d'alliés. Donc, c'est exactement la position de la Chine vis-à-vis des États-Unis. Je pense que tu l'as vu les derniers jours. Le gouvernement chinois a décidé que les entreprises chinoises ne pouvaient plus utiliser un certain nombre d'entreprises, enfin de software de cybersécu, VMware, Broadcom, Sortinet, etc., américains, bon, sous prétexte de backdoor possible, etc. Mais le signal n'est pas là. Le signal, c'est, enfin, je veux dire, bon, je veux dire, s'il y avait des backdoors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais les ingénieurs chinois sont suffisamment compétents pour savoir s'il y en a et pour les trouver s'il y en a. En matière d'espionnage, les Chinois, ils ne sont pas mauvais non plus, on va dire. Je pense que le signal n'est même pas là. C'est même pas une question de sécurité ou de confidentialité de données ou autre. Le signal, c'est surtout que les Chinois estiment aujourd'hui que, vu leur position stratégique vis-à-vis des États-Unis, ils doivent protéger et avoir des mesures de protectionnisme forts vis-à-vis de leurs intérêts stratégiques et commerciaux, et que le meilleur moyen de renforcer leur propre écosystème, c'est pas de dépendre de software américain, c'est de renforcer, d'obliger les entreprises chinoises à renforcer leur programme de R&D très rapidement, parce que là, on est à une échelle très courte. On leur donne 6 mois pour trouver des alternatives, et bien sûr, on met les moyens derrière, et de dire, débrouillez-vous, sortez-nous des alternatives chinoises pour ne pas dépendre de ces entreprises américaines. C'est même pas une question de backdoor. La réponse, elle est surtout politique. C'est de dire, nous, on a notre propre bloc, notre propre souveraineté chinoise, et on ne peut être souverain que si on ne dépend pas de notre adversaire. Donc, les Chinois se donnent les moyens. Et aujourd'hui, l'Europe semble aller vers plus de protectionnisme parce qu'elle est au pied du mur, et que, vu la politique de Trump actuellement, elle n'a pas d'autre choix, en tout cas dans les mots, mais ça peut même devenir juridique si on actionne le dispositif, c'est de dire on doit protéger notre marché et on ne doit pas répondre, être soumis au chantage constant de Trump. Alors, si cette position-là, elle est assumée, je dis bien si, parce que là, pour l'instant, ce sont des mots, donc on verra ce que ça va donner les prochains jours, parce que pour l'instant, moi, je vote Macron, hein, donc voilà. Donc, si tout le monde s'allie et tout le monde assume cette position-là, bah, il faudra l'assumer aussi sur le plan technologique. Eh oui. Donc, ça veut dire prendre aussi un certain nombre de mesures. Donc, dans ce cadre-là, comment, dans une analyse de risque, se dire on est heureux de soumettre nos infrastructures critiques à un Amazon localisé, montage juridico-technique qui fait que oui, on est protégé contre les lois américaines, etc. Mais protégé de quoi? Protégé contre la politique de Trump? Bien sûr que non. Donc, je ne pense pas que les Chinois, quand ils disent qu'ils veulent interdire Broadcom et autres, se demandent est-ce que Cloud Act ou est-ce que 702 FISA? Mais bien sûr que non.
les Chinois vont beaucoup plus loin dans leur analyse stratégique. Donc c'est là où la France, à mon sens, et l'Europe pêchent encore. On est encore très naïf. C'est Macron qui parlait de naïveté, mais c'est une réalité. On est encore très, très, très naïf. Moi, quand je scrolle mon fil d'actu LinkedIn et que je vois tous ces experts, qui sont rarement neutres, hein, mais qui viennent nous expliquer que la nouvelle offre d'Amazon répond en tout point aux préoccupations des Européens, ben non, 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 non. Parce que, même sans aller plus loin dans mon analyse, que je ferai de toute façon, c'est un mauvais signal. C'est un signal désastreux dans le contexte actuel. Sauf si l'Europe, sauf si, dans les jours qui viennent, bah finalement, il ne se passe rien. Parce que c'est aussi une possibilité. On parle beaucoup aujourd'hui, mais si ça se trouve, les Européens ne se mettront pas d'accord et finalement estimeront qu'ils n'ont pas les moyens de résister à Trump. C'est aussi une possibilité. D'ailleurs, ça me semble même la voie la plus probable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est un peu chaud, voilà, il faut bomber le torse, il faut, voilà. Mais je pense que dans les faits, quand tout le monde réfléchira aux conséquences, des conséquences qui sont dues à notre dépendance, c'est aussi simple que cela. C'est-à-dire que quand les Chinois prennent des mesures, eux, ils savent qu'ils sont capables derrière d'investir, ils sont capables, ils ont un marché, ils ont une politique qui est offensive, qui est agressive pour protéger leur marché. Ce n'est pas le cas de l'Europe. Donc, on revient de loin. Donc, ce n'est pas en 2 jours. Donc, quand je vois certains qui, même ministres, hein, la ministre du numérique français, qui à la télé, hein, qui dit voilà, on est capable de fermer la porte aux GAFAM ou autres. Enfin, faut arrêter 2 minutes. Faut être un peu sérieux dans le discours. Quelles sont les conséquences? Comment ça se fait? Enfin, tu ne dis pas du jour au lendemain, je vais dire à l'ensemble des entreprises françaises de ne plus utiliser les GAFAM. Je veux dire, enfin, toi et moi, on est bien placés pour savoir que ça ne se passe pas comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis, moi, je suis obligé, même en tant que juriste, de sortir du cadre juridique dans mon analyse, mais parce que ça dépasse le cadre juridique. Malheureusement, on est dans un monde aujourd'hui, Trump a redéfini les règles, clairement, de manière totalement unilatérale, et même ses règles internes. Parce que beaucoup de choses, beaucoup de mesures qui sont prises par Trump violent le droit américain. D'ailleurs, il y a des éléments essentiels de sa politique où beaucoup s'interrogent aux États-Unis même sur la légalité de beaucoup de ces mesures. Parce qu'il passe outre le Congrès, parce que il y a des tas d'instances qu'il ne respecte pas. Donc voilà. Mais je pense que la seule chose qui pourrait l'arrêter, au-delà de la légalité des droits de douane, bon, pour la Cour suprême, mais c'est surtout, finalement, s'il perd, enfin, tout dépendra des élections de mi-mandat, je crois que c'est en novembre. Parce que disons les choses, à l'heure actuelle, le Congrès américain est très, très, très partagé sur ces mesures de Trump, et notamment sur le Groenland. Et même dans son propre camp des républicains et de tous ses soutiens sur les MAGA, voilà, je pense que beaucoup se disent qu'il va trop loin et surtout quelle efficacité finalement par rapport aux éléments les plus forts qui ont fait qu'il a été élu aussi massivement. Finalement, c'était une espèce de repli sur soi américain et de protéger les intérêts américains en premier. Sauf que là, on voit qu'il a une politique impérialiste, internationale, il redéfinit les règles internationales et ça ne plaît pas à tout le monde non plus aux États-Unis. Donc mais je dirais que c'est la seule limite de Trump, elle est politique, finalement. Mais en attendant, oui, je pense qu'il faut sortir de nos schémas classiques et nos analyses classiques pour aller beaucoup plus loin.